pour eux, il n'y a pas très longtemps au Sénégal, il y a 15 jours. Je vais repartir au Congo, dans la République démocratique du Congo, car vous le savez, il y a d'horribles massacres qui se déroulent là-bas. Donc ça m'excite. Et puis toutes sortes d'engagements de toute nature. Voilà. C'est une excitation professionnelle, hein, je vous rassure tout de suite. Mais quand il se passe quelque chose, un journaliste, il a toujours envie d'être sur le terrain. Quand il y a eu l'élection du 4 novembre, on a eu envie d'être sur le terrain. Je crois que tout titulaire de la carte de presse a envie d'être sur le terrain. Et quand il se passe des événements plus dramatiques, c'est terrible à dire, mais c'est vrai qu'il y a toujours chez le journaliste le désir d'être sur place pour voir. Parce qu'au fond, ce qui est formidable dans notre métier, c'est que on se retrouve dans des paroxysmes passionnants, parfois très douloureux d'ailleurs, mais vous vous trouvez toujours face à des êtres à qui vient d'arriver quelque chose, heureux ou malheureux, hélas assez souvent malheureux, ou face à des nations ou des communautés entières qui viennent de vivre tel ou tel drame ou telle transformation. Et on a toujours envie d'être sur le terrain. Voilà, donc ces engagements-là, je vais continuer à les tenir. Ce que je faisais aussi pour Reporters sans frontières. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé au Liban et on a même tenté d'aller en Syrie avant d'être refoulé. Voilà. Et puis, puisqu'on parle d'engagement, j'en profite pour vous dire qu'il y a une collecte du sang mercredi, jeudi et vendredi, puisque j'ai entendu ça dans les couloirs et je vous le transmets. Ça se passera ici. N'hésitez pas à donner votre sang. Voilà. Bien. Je pense que le message est passé. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, dans votre livre, vous dites être puissamment drogué à l'actualité. Vous écrivez que lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde, j'éprouve un besoin quasi irrésistible de me rendre sur place ou d'être là pour faire vivre en direct l'événement à des millions de téléspectateurs. Comment avez-vous donc vécu le fait de ne pas pouvoir couvrir un événement historique comme celui de l'élection du premier président noir américain? Et si vous aviez, en sachant que s'il y a un lieu où vous auriez voulu être, ce serait l'Amérique à ce moment-là. Et un mot sur cette élection, comment vous l'auriez abordé? Alors j'y suis allé, mais pas pour TF1, mais bon, j'y suis allé quand même, voilà. C'est vrai que j'aurais préféré le faire pour cette chaîne que j'ai essayé de servir avec loyauté pendant 21 ans, mais il me semble que ma première élection, j'étais sur la 2 à ce moment-là. Et c'était celle de Jimmy Carter. C'était en 76. Donc, vous voyez, j'en ai suivi des Américains, là, des Carter, Reagan, 2 fois, et puis ensuite Clinton, et puis il y a eu Bush, père et fils. Voilà. Donc, évidemment, c'est un moment majeur. Pas forcément pour les raisons qu'on a dites, parce que, bon, vous savez, il y a à peu près 15% de Noirs aux États-Unis. Pour eux, c'était évidemment une vraie fierté. Mais au fond, la fierté, elle est surtout dans le fait que, voilà, on s'occupe surtout du président. On a dit le président Black 1 fois, 2 fois, et puis après, on a oublié. On a surtout pensé au fait qu'il était président. Voilà. Et ça, c'était important, et qu'il a été élu, comme vous l'avez vu, extrêmement facilement. Donc, au fond, c'est ça qui est formidable. De la même manière que lorsque j'ai souhaité que mon remplaçant l'été soit Harry Roselmack, ce qui m'a fait très vite plaisir, c'est qu'on arrêtait de dire qu'il était noir ou qu'il était je ne sais quoi. Il était journaliste et les gens l'aimaient ou ne l'aimaient pas, mais apparemment l'aimaient bien. Donc ça me plaisait. Parce que au fond, c'est ça qui est important, c'est quand finalement on finit par effacer les différences. Maintenant, c'est un homme qui va se retrouver. C'est un homme qu'on connaît très peu. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, y compris les journalistes, y compris les Français qui tous sont tombés en pamoison devant lui. Parce que c'est vrai qu'il est beau gosse, il est formidable, il s'exprime divinement, il a une fluidité à la fois dans la démarche, dans l'approche, il a une élégance naturelle. Bon, tout ça, c'est important, mais c'est du paraître. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il pense profondément. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, en France, ne savent pas qu'il est pour la peine de mort, qu'il n'est pas contre les armes à feu, etc. Enfin bon, il faut aussi savoir raison garder.
et surtout, savoir ce qu'il va donner face à la crise que l'Amérique est en train de vivre, qui est une crise de confiance, aussi bien militaire qu'économique, et savoir s'il sera approprié, comme ils disent là-bas. Et évidemment, c'est passionnant. A priori, on a tendance à penser que oui, mais il faudra là aussi être capable d'oublier nos enthousiasmes du moment pour essayer d'être très rigoureux face à la manière de décortiquer chacun de ces faits et gestes à partir du 20 janvier. Avant de laisser la parole aux étudiants, donc les membres de Dauphine Discussion Débat ont préparé un petit micro-trottoir à Dauphine. Donc Magnéto, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous voilà à Dauphine pour le micro-trottoir spécialement réalisé pour Monsieur Poivre d'Arvor. Et maintenant, nous allons poser nos 3 questions. Bonsoir. PPDA ou Ferrari? T'as l'air d'un truc PPDA. 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 PPDA ou Ferrari? Ferrari. PPDA ou Ferrari? PPDA. PPDA. Donc, qui choisiriez-vous entre Laurence Ferrari et Patrick Poivre d'Arvor? Présentateur d'une émission littéraire. Je vous vois sur la plage. Représentant de la France dans les pays étrangers, etc. Je vais en mettre nageur. Concessionnaire. Il s'agit de... Je crois que c'est un truc sur son enfant, ou sur... C'est l'adoption ou juste élever un enfant seul. J'en sais rien. Aucune idée. J'en sais rien. Le titre de son dernier bouquin. Non, j'en sais rien du tout. T'en sais rien? Je me rappelle pas. Alors, j'ai pas tout vu, hein, parce que c'était dans mon dos, là, mais j'ai entendu. Et j'ai préféré ne pas regarder, parce que, si jamais je croise vos bobines. Mais c'était très gentil, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui n'auraient pas retenu le nom du livre de Patrick Poivre d'Arvor, eh bien c'est À demain, en chemin vers ma liberté, et c'est paru aux éditions Fayard. Donc voilà. Je pense qu'on va passer aux questions du public. Merci. Il y a des membres de l'association qui doivent se promener dans les... Des questions? En général, c'est toujours la première qui est la plus dure à venir. On va passer à la deuxième tout de suite. Oui. Ok, cool. Donc déjà, bonjour. Je vous admire beaucoup. Voilà. Moi aussi. Comme tout le monde, je crois. Mais bon, vous avez dit que vous aimiez beaucoup Harry Roselmack. J'ai 2 questions. Est-ce que vous auriez été plus content s'il avait été élu? Et deuxième question. Enfin, non. Est-ce que vous auriez été plus content si il vous aurait remplacé à la place de Laurence Ferrari? Moi, je crois que c'était élu à la présidence. Non, mais je suis troublée aussi. Américaine. Je suis très troublée. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des meilleurs résultats parce qu'il est plus aimé que Laurence Ferrari? Donc Alors, je vais vous dire, sur ce sujet, vraiment, et je l'avais dit depuis très très longtemps, je l'ai toujours dit, s'il y a un seul sujet sur lequel j'avais pas le droit de m'exprimer, c'était de savoir qui devait me remplacer, parce que je crois qu'on est extrêmement peu objectif dans ce genre de décision ou de choix. Parce que si vous dites un tel, bon, on dit ah bah oui, c'est normal parce qu'il va être ceci, il va être falot ou il va être cela. Bon. Donc de ce point de vue, j'avais toujours refusé et aujourd'hui encore, je refuse de donner mon opinion. Je peux dire simplement que c'est vrai que c'est un ami que je l'apprécie beaucoup, je le trouve très loyal. Voilà, à chaque fois qu'il a eu des décisions à prendre, il m'en a parlé. J'ai toujours beaucoup apprécié le type de rapport que nous avions tous les deux. Écoutez, d'autres questions? dans la mesure
dans la mesure où je ne regarde pas pour l'instant le journal, je ne peux pas juger des qualités des uns ou des autres, et en tout cas, je ne veux pas le faire. Ah, il y a plein de mains. Bonsoir, moi j'avais une question, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'idée que ça soit le président de la République qui nomme le président de France Télévisions. Alors, je crois savoir que pour l'instant, cette idée-là va évoluer, parce que tel que c'est présenté, c'est pas satisfaisant, incontestablement, puisqu'il y avait jusqu'alors le CSA qui le faisait. Alors, il y a déjà dans la première version du texte, on voit bien que le président doit nommer avec avis conforme, ce qui n'est pas médiocre du CSA, donc il faut que le CSA soit d'accord. Je crois, de la Commission des affaires culturelles, de l'Assemblée et du Sénat. Bon, c'est déjà des garanties supplémentaires. Et on peut faire mieux, à mon sens, si on demande au CSA lui-même de choisir une première sélection, je ne sais pas, de 3, 4 ou 5 noms, mais qu'ils choisissent eux-mêmes. Et après qu'il puisse y avoir choix du président au milieu de cette sélection, si le choix n'est pas biaisé, ça sera peut-être moins hypocrite. Mais a priori, sur le papier, c'est vrai que ça fait très étrange. On se dit que c'est plutôt une régression. Donc j'espère que pendant la discussion parlementaire, il va y avoir des modifications qui sont apportées à cet article important. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et vous comptez animer une émission culturelle. Mais depuis cette saison, France Télévisions a lancé 2 ou 3 nouveaux programmes. C'est un échec consternant. Est-ce que vous pensez que la culture a encore sa place à la télévision aujourd'hui ? Oui, il faut l'espérer. Hein. Il faut continuer, même si parfois les résultats d'audience ne sont pas à la hauteur. Bon, il y a des résultats de qualité, en revanche, pour un certain nombre de ces émissions. Et c'est pas parce que ça marche pas qu'il faut pas continuer à le faire, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai connu le problème quand j'ai fait Ex-Libris puis Vol de nuit, c'est qu'on cherchait à chaque fois à me repousser un peu plus tard. C'est d'ailleurs à peu près la seule discussion que j'ai eue avec le président actuel de TF1, c'était il m'a annoncé un jour comme ça qu'il mettait l'émission à 1h du matin. Bon, heureusement, j'ai suffisamment protesté pour que le mois suivant ou 2 mois après, ils reviennent à un horaire plus convenable, mais quand même, ça reste des horaires qui sont pas honnêtes, quoi, pour les gens. Et évidemment, plus vous repoussez tard, moins il y a de gens qui regardent, et plus vous dites, bah, vous voyez, ça marche pas la culture, etc. Donc c'est pas extrêmement sain. Et puis de toute façon, il faut se battre pour que ça continue. Arte est une chaîne qui justement a la chance de ne pas être trop jugée sur l'audimat, donc je pense qu'on peut faire des choses plus exigeantes. Bonsoir. À propos de la campagne Obama-McCain qui a été passionnante et qui est beaucoup passée par Internet, pensez-vous qu'aujourd'hui le mode de communication des politiciens, que ce soit aux États-Unis ou en France, on l'a d'ailleurs vu avec Obama qui a fait une vidéo ce matin sur YouTube, ait remplacé la télévision justement à cause de la passivité des journalistes face aux politiques ? Alors, je pense qu'en effet, Internet prend de plus en plus d'importance. D'ailleurs, il n'y a pas que l'équipe Obama, l'équipe McCain aussi utilisait beaucoup Internet. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose dans la mesure où, en effet, il faut qu'il y ait des médias alternatifs. Il faut quand même pas oublier non plus qu'il y a des défauts à Internet, et ces défauts-là, il faut les combattre, puisque, comme vous le savez, tout peut être véhiculé par nature, y compris les rumeurs les plus folles, y compris les mauvaises informations, etc., etc. Donc, attention, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des journalistes qui soient là pour vérifier les contenus et faire des recoupements. Hein. Mais ce qui se passe, en fait, il y a 2 choses à dire en complément de votre question. Il y a d'abord le fait qu'aux États-Unis, qui est une grande démocratie, ça c'est incontestable, il y a 2 ou 3 petits sujets qui, moi, m'ont toujours irrité. Par exemple, le simple fait
que c'est le candidat qui a le plus d'argent qui finit par l'emporter la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se paye ses spots télévisés. Donc vous avez des chaînes entières ou des États entiers, qui sont les États clés la plupart du temps, qui sont bombardés de spots payés par les candidats. Et évidemment, c'est celui qui a le plus d'argent qui souvent rafle la mise. Donc ça, c'est pas super satisfaisant. Et en l'occurrence, c'était Obama qui avait réussi à lever le maximum de fonds. En France, de ce point de vue, je préfère le système. Mais parfois, les émissions politiques ronronnent. Pas toujours, quand même. Il ne faut pas être injuste avec les journalistes, parce que franchement, il y a je vois des émissions où des vraies questions sont posées. Il faut toujours faire attention à éviter l'agressivité, parce qu'à ce moment-là, on se met à dos les gens qui vous regardent. Et on a tendance même à ce moment-là, favoriser la personne qu'on est en train d'agresser. Donc il faut faire très attention. Et j'ai connu ça plusieurs fois. J'ai vu comment l'ascension d'un certain nombre d'hommes politiques ont été favorisés par une agressivité extrême des journalistes à leur endroit. En revanche, je pense qu'on peut faire mieux, en tout cas essayer d'aller élargir le panel des gens qui s'expriment. Il n'y a pas que les journalistes politiques qui puissent avoir un avis sur la politique. Et moi, j'avais trouvé intéressant la tentative qu'on a essayée, qui a été très suivie en audience, au moment de la campagne présidentielle dernière, où, à un moment donné, outre toutes les émissions classiques que l'on faisait, et où on interrogeait les hommes politiques, au fond, à peu près assez souvent sur les mêmes thèmes, qu'on puisse proposer à soit des jeunes, ce que j'avais fait une fois pour le référendum européen face à Jacques Chirac, soit un ensemble, un panel de la population choisi par la Sofres. Et ça a donné des résultats intéressants parce qu'on voyait que même s'il y avait de l'agressivité parfois dans les questions, il y avait dans la façon de répondre des indications sur ce qu'allait être la nature de tel ou tel, en l'occurrence de Nicolas Sarkozy, de Ségolène Royal ou de François Bayrou. Oui, bonjour. Alors j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que la presse écrite aujourd'hui souffrait énormément, en comparaison par exemple en 68. Toutefois, il y a un outil qui est Internet, qui est entré dans notre vie quotidienne, et que ça a été utilisé par exemple par l'équipe d'Obama, qui justement c'était l'un des facteurs qui l'a fait gagner. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, Internet remplace la place écrite? Et quel rôle doit-on lui accorder ici en France? Alors, j'ai répondu sur la première partie à votre camarade, mais c'est vrai que ça a été important, incontestablement. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir qu'un certain nombre de gens de votre génération, ou juste un petit peu au-dessus, le matin... ouvrent leur ordinateur, consultent leur mail et immédiatement vont voir les titres de la presse. Je ne sais pas, ça dépend des opinions des uns des autres, Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, et donc ne vont pas acheter après ces journaux. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort comme phénomène, et évidemment, ça handicape beaucoup ces journaux. Mais c'est à eux de s'adapter aussi, puis d'avoir des sites bien faits qui leur permettent de financer leur version papier, même si elle est moins lue aujourd'hui. Mais bien sûr que Internet est un véhicule d'avenir, incontestablement.